d'abord, mais ce que je voudrais vous présenter, c'est la suite de ce livre, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là, parce que c'est une manière aussi de tester auprès de vous, et donc je testerai, disons, le tome 2, qui ne s'appellera pas Qui doit gouverner, mais comment gouverner. Voilà, et donc, puisque c'est encore en gestation, il faut évidemment bénéficier des retours, des objections, des remarques, et donc je suis en train de travailler aussi avec vous, et grâce à vous, dans le cadre de cette conférence. Alors je voudrais partir de la question, qui est une question évidemment extrêmement vaste, qui doit gouverner, une question plus aussi ancienne que la philosophie politique, qui a eu toute une série de raisons et de réponses. On a longtemps considéré que c'était le passé qui devait gouverner, ou Dieu, ou le cosmos. Mais je voudrais qu'on insiste sur la situation présente, nous sommes en démocratie, et donc qui doit gouverner, c'est le peuple, et c'est même la définition première de la démocratie, la fameuse définition, celle qui a été prononcée pour la première fois le 19 novembre 1863 par le président Abraham Lincoln, qui commémorait la bataille de Gettysburg, une bataille absolument sanglante de la guerre de sécession, et qui, commémorant cette bataille, a sorti cette formule, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il faut reconnaître que la formule est absolument magique et sublime. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est un résumé frappant, beau, de la démocratie. Mais une fois que l'effet de souffle rhétorique est passé, et qu'on se dit, au fond, c'est quoi cette définition, on s'aperçoit qu'elle pose quand même deux problèmes qui ne sont pas petits, qui sont mais gigantesques, colossaux. Le premier, c'est qu'est-ce qu'un gouvernement ? Ça, c'est pas un problème nouveau, c'est un problème immense qui a fait l'objet, quand on y réfléchit, d'une littérature mondiale hallucinante. Je vous donne quelques portraits comme ça. Ça, c'est Han Feizi, penseur chinois, 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est Cyrus le Grand, premier empereur perse. Ça, c'est Kautilya, qui était le conseiller d'un empereur indien, 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est Platon, bon, connu, qui a réfléchi sur cette question, et son disciple, Aristote. Et puis également Sénèque, qui a écrit de la Clémence, qui était le conseiller de Néron. Et on continue. Al-Mawardi, penseur musulman extrêmement influent. Bien sûr, Machiavel. Machiavel, le prince. Et puis Richelieu, etc., etc. Sujet immense. Énigme colossale, c'est quoi gouverner? C'est quoi le gouvernement? Mais, à côté de cette première énigme, il y a cette question propre à la démocratie. Nous sommes en démocratie. Cette question du gouvernement est rendue d'autant plus délicate, d'autant plus problématique, que spontanément, nous avons le sentiment qu'en démocratie, le gouvernement est devenu à la fois inutile. Après tout, pourquoi un gouvernement? Nous avons plein de choses qui permettent de fonctionner formidablement. Nous avons une bureaucratie efficace. Nous avons les règles de l'économie, tout va bien. Et nous avons les règles du droit. Pourquoi faudrait-il un gouvernement? Nous avons en quelque sorte le rêve d'une espèce de pilote automatique de la société. À cette image d'un gouvernement inutile, il y a aussi l'idée que le gouvernement est impossible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on y réfléchit, exercer un gouvernement, alors nous on est toujours les premiers à râler contre nos politiques qui sont mauvais, qui sont nuls, qui sont corrompus, mais peut-être jamais dans l'histoire de l'humanité, l'exercice du pouvoir a été plus difficile qu'aujourd'hui. Mondialisation, la marge de manœuvre tend à disparaître à l'extérieur. Les règles s'imposent de partout. À l'intérieur, médiatisation. La moindre de vos actions est soumise au projecteur médiatique. Il faut être fou pour faire de la politique, n'est-ce pas? Il faut être fou. Il n'y a plus de pouvoir et vous êtes constamment sous les projecteurs. Donc le gouvernement en démocratie est inutile et impossible, et en plus on pourrait ajouter, il est nuisible. Le premier réflexe à l'égard des politiques, c'est de dire ils sont mauvais, ils sont corrompus. D'une certaine façon, nous sommes spontanément d'accord avec la phrase de Saint-Just qui disait « Tous les arts ont produit des merveilles, seul l'art politique a produit des monstres ».
inutile, impossible, nuisible. Donc le problème du gouvernement est en soi extrêmement difficile, mais en plus, en démocratie, il est 2 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus difficile que dans toute l'histoire de l'humanité. Première énigme gigantesque. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ok, mais on ne sait pas ce qu'est le gouvernement. Et puis par ailleurs, on ne sait pas non plus qui est le peuple. Est-ce que le peuple c'est l'élite? Beau populus, idéal? Est-ce que le peuple c'est la masse, la populace, le prolétariat? Où est le peuple? Qui c'est? Est-ce que c'est la rue dans les manifestants? Est-ce que c'est les électeurs? Mais ils ne sont pas tous là. Est-ce que c'est les syndicats? Est-ce que c'est les associations? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Où est le peuple? Pourtant support de la légitimité démocratique. Alors face à cette quête qui caractérise tous les régimes depuis la naissance de la démocratie, c'est l'idée que la souveraineté se trouve non pas dans le ciel, non pas dans le passé, non pas dans le cosmos, mais qu'elle se trouve là, en nous. Eh bien, nous nous posons cette question qui est le peuple. Et dans nos régimes, que je vais appeler libéraux, dans un sens très précis que je vais préciser tout à l'heure, dans nos régimes libéraux, d'une certaine manière, le peuple ne se situe pas dans une entité. D'emblée, le peuple se donne sous une forme duelle, double. Et c'est ce peuple sur lequel je voudrais réfléchir. Essayer de l'appréhender. Voilà l'objet principal de cet exposé. Ça va être un peu théorique. On aura l'occasion dans la partie pratique de plus voir comment les choses se déclinent. Mais je voudrais essayer d'aborder le concept de peuple. Comment l'envisager? Reconnaissez que cette question idiote est essentielle. Et si on ne l'aborde pas, si on ne la résout pas, ça ne vaut pas la peine de vivre en démocratie. Si on ne sait pas ce qu'est le peuple. Et c'est pas simple. Le peuple se donne d'abord sous 2 formes. Première forme, c'est nous, les individus, qui vivons ensemble, qui agissons ensemble, qui avons des contacts ensemble. Ce peuple, ce premier peuple, on peut l'appeler la société. C'est le peuple-société. C'est-à-dire les individus, notre petite sphère individuelle, en tant qu'elle se relie les unes aux autres. Première idée du peuple, le peuple c'est la société, le peuple c'est l'ensemble des individus qui veulent bien vivre ensemble. Point barre. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'à côté de ce premier peuple, il y a un second peuple. Ce second peuple, c'est le peuple État. C'est cette société toujours, mais en tant qu'elle ne se contente pas de vivre ensemble, en tant qu'elle veut ensemble. Elle veut quelque chose ensemble. La société, c'est on se contente de vivre. L'État, c'est la volonté générale, c'est-à-dire que nous voulons ensemble quelque chose. Et quelque chose qui dure. État, ça vient de stato en italien. Ce qui dure, ce qui est stable. Et l'État, c'est stable. Voilà. Le peuple, la société, ça bouge, ça change, mais l'État, c'est stable. Et c'est le deuxième concept de peuple, le peuple, État, volonté commune qui constitue les citoyens. Donc, d'une certaine façon, nous apportons au peuple, nous, individus, de 2 manières. En tant que membre d'une société et en tant que membre d'un État. Nous sommes des citoyens et nous sommes des individus. Les deux. Le problème, c'est comment ça s'articule, ces 2 peuples. Parce qu'on peut très bien envisager un conflit entre ces 2 peuples, déjà. Eh bien, c'est très simple. Toute l'histoire de la philosophie politique peut se résumer dans ces 3 thèses. Première thèse, ceux qui considèrent que le vrai peuple, c'est la société et que l'État, il faut le détruire. Ça s'appelle l'anarchisme. Ou le néolibéralisme, c'est pareil. Anarchisme de droite, anarchisme de gauche. Peu importe. La société, c'est le vrai peuple, l'État doit être détruit. Ou à l'inverse. On considère que le vrai peuple, c'est la volonté générale, c'est l'État. Et que la société, c'est trop dangereux. Il y a trop de rapports de force. Il faut l'éliminer. Seul compte la volonté générale. Ça s'appelle le communisme, le socialisme étatique. Le planisme, on peut trouver plein de formulations différentes. Le libéralisme,
Le libéralisme, c'est la doctrine qui considère que ces deux peuples sont légitimes. Voilà le sens philosophique du libéralisme. Je sais qu'en France, on n'aime pas le mot libéral, c'est méchant. Mais le sens philosophique du mot libéral, c'est ça. Alors attendez, je suis très fier de cet effet. Voilà. C'est l'équilibre entre société civile et État. Il faut les deux. Alors cet équilibre, on peut l'envisager de plein de manières. Si on est républicain, on va plutôt faire pencher du côté de l'État. Si on est démocrate, on va plutôt le faire pencher du côté de la société. Mais les deux persistent, les deux restent. La question qui se pose dans la société libérale, c'est malgré tout ces deux peuples qui existent, qui sont tous les deux légitimes. Il ne faut pas en supprimer un pour avoir l'autre. Comment ils sont en lien? Vaste question. Eh bien, pour qu'ils soient en lien, la doctrine libérale invente un troisième peuple. Ce troisième peuple, entre la société et l'État, c'est ce qu'on appelle l'espace public. L'espace public, c'est entre la société et l'État, un troisième peuple, le peuple qu'on peut appeler opinion, où l'État diffuse ses décisions. Alors, je rappelle qu'une loi ne vaut pas quand elle est signée, mais quand elle est publiée. Publication des lois. Et où les citoyens, s'ils ne sont pas contents, eh bien, ils s'expriment en disant « on n'est pas content ». On manif, ou on est d'accord, ou on a des idées supplémentaires. C'est ça l'espace public. Et dans l'espace public, qu'est-ce qu'on fait? On parle des opinions. C'est le peuple opinion. Donc vous avez trois peuples. Le peuple société, le peuple État et le peuple opinion. Trois peuples. Les opinions, c'est quelque chose, on va passer vite là-dessus, c'est... une opinion, c'est très intéressant parce que c'est pas quelque chose que je crois. La croyance, c'est ce qui m'est personnel. Je crois ou je ne crois pas en Dieu. Voilà. C'est pas une opinion, c'est une croyance. Pourquoi c'est pas une opinion? Parce que je ne vais pas pouvoir argumenter avec les autres. Je crois ou je ne crois pas. L'opinion, c'est pas non plus un savoir. On ne discute pas des savoirs. 1 plus 1 égale 2, on ne va pas en discuter pendant des plombs. On ne va pas en discuter. C'est pas une opinion, c'est un savoir. On ne discute pas des opinions, on ne discute pas, des savoirs, on ne discute pas des croyances. On discute des opinions, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement sûr, mais qu'on a envie d'argumenter avec les autres parce que les autres nous aident à penser. C'est ça l'espace public, idéalement. Troisième peuple. Je distingue ensuite. Je vais un peu vite. Voilà. Donc vous avez trois peuples. Trois peuples. Le peuple société, le peuple État et le peuple opinion. Ça en fait déjà beaucoup. Le problème, c'est que on a entre ces trois peuples exactement le même problème qu'avec les deux peuples. La tentation est grande de vouloir que l'un mange l'autre et qu'il y ait des conflits entre ces trois peuples. Alors, essayons d'en faire l'inventaire des pathologies démocratiques. Première pathologie, c'est la plus connue. Vous avez les trois peuples, État, espace public, société. Là aussi, petit effet magique. L'État grossit, grossit, grossit. Il grossit quand il absorbe l'espace public, ça s'appelle la dictature. Une démocratie peut être une dictature quand elle absorbe l'espace public, quand l'État absorbe l'espace public. Quand elle absorbe la société, c'est un système totalitaire. Un système totalitaire, c'est aussi un système démocratique. Hein. En un sens, la légitimité vient du peuple. Mao, Staline, Hitler sont des démocrates, au sens strict. Ils pensent que la légitimité vient du peuple. Et ils disent, mais le peuple, c'est moi. Je sais ce qui est bon pour le peuple. Voilà la première pathologie. Vous avez un peuple qui bouffe les autres. Mais ce n'est pas la seule pathologie. Deuxième pathologie, c'est la société. Le peuple-société qui va dévorer les autres. Quand il dévore l'espace public, ça devient la société du spectacle, le divertissement. C'est-à-dire que l'espace public est intégralement dédié à divertir les citoyens.
la fonction publique et politique de l'espace public disparaît. Et puis quand il absorbe l'État, eh bien ça devient ce qu'on peut appeler la politique compassionnelle. Alors bon, j'ai donné des petits exemples qui ne sont pas forcément très bons, mais c'est un soldat qui fait de l'humanitaire. C'est Obama qui verse sa petite larme. C'est très sympathique tout ça. Je rappelle qu'un soldat, c'est pas fait pour faire de l'humanitaire. C'est fait pour faire la guerre. Et qu'un président, c'est pas fait pour pleurer. C'est fait pour décider. C'est pas la politique compassionnelle. C'est un peu violent ce que je dis. Hein, mais c'est ça. Donc l'idée que les désirs du privé viennent d'une certaine façon dévorer la politique. Ces deux pathologies sont connues. La société du spectacle, Guy Debord, c'est connu, la propagande, c'est connu, mais il y a une troisième pathologie, hein, qui était moins prévue au départ, c'est celle-ci. Quand l'espace public déborde, absorbe les deux autres peuples. Ça donne ça. Bon, alors j'ai un peu provocateur ici aussi, j'ai mis Facebook, Twitter, YouTube, Wikileaks, c'est-à-dire, vous voyez, l'espace public absorbe l'espace privé, mais on en est complice. On met tout sur Internet. On met toutes nos vies privées. Et puis l'espace public absorbe l'État. Alors là, j'ai mis, c'est un peu provocateur, notre ami Edwy Plenel, Mediapart, c'est évidemment un formidable média. C'est un formidable média qui fait un excellent travail, mais chez Edwy Plenel, il y a en plus une idéologie qui est l'idéologie que les seuls vrais démocrates sont les journalistes, et les journalistes de Mediapart. Pourquoi? Parce que c'est eux qui, face aux abrutis de la société civile, qui sont abrutis dans leurs intérêts particuliers, et face aux salauds de la politique, qui sont tous pourris et corrompus, les vrais démocrates, c'est les journalistes de Mediapart. Chevalier banc de la démocratie. Voilà. Eh bien ça s'appelle l'idéologie de la transparence. Mot formidable qu'on met partout et qu'on considère comme un idéal de démocratie. Mais non, la transparence, c'est une catastrophe. Est-ce que vous voulez que votre conjoint soit transparent? Est-ce que vous voulez qu'on vous dise que vous êtes transparent? C'est une injure. Pourquoi est-ce que ça serait l'idéal de la démocratie? La pathologie de la transparence. Merci. Il fait froid à Charlie. Il n'y a pas qu'à Charlie. Non, je reconnais, c'était un coup bas. Il n'y a pas qu'à Charlie en ce moment. C'est la pollution parisienne. Oui, voilà. Ça, c'est le côté du magus. Donc cette troisième pathologie, vous voyez qu'elle pose problème parce que on attendait beaucoup de l'espace public. L'espace public, c'est le lieu d'auto-éducation du peuple. C'est la manière dont le peuple s'auto-éduque. Formidable idée, défendue par les Lumières. Et là, il semble que ça échoue. Alors soyons clairs, ces trois pathologies que je viens de décrire, me semble-t-il, ne décrivent pas la réalité de ce que nous vivons, mais des tendances. Il y a une tendance à la propagande, il y a une tendance à la société du spectacle, il y a une tendance à cette dérive transparentiste. Mais, j'allais dire, ces trois tendances se bloquent et se neutralisent mutuellement. N'empêche que ça nous laisse un peu désespérés de savoir qui est le peuple, parce que c'est pas facile de les articuler, ces trois éléments, ces trois peuples. Comment on peut faire? Avançons. Étape de plus. Et là, il faut faire un petit changement intellectuel. Vous voyez, à chaque fois, on cherche le peuple dans un lieu, dans la société, dans l'État. On le cherche dans l'espace public et on ne le trouve pas. Ou plutôt, on le trouve, mais en concurrence et en discussion avec les autres. Changeons de logiciel. Essayons de trouver une autre manière d'aborder le peuple. C'est celle que je voudrais vous proposer en disant que le peuple, c'est pas une substance. C'est pas quelque chose qui existerait au coin de la rue, qu'on aurait à trouver ici ou là. Le peuple de la démocratie, essayons de l'aborder non pas comme une substance, mais comme une méthode, comme une démarche. Le peuple, c'est une méthode qu'on doit appliquer dans la société, dans la cité ou partout, dans l'entreprise, dans l'association. Et cette méthode, on peut la décrire en 4 étapes. C'est ce que je voudrais vous